Nous sommes le mardi 15 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Voici les titres de l'actualité de la mi-journée. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la sixième séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité de ce 15 heures, la libération des otages, le cessez-le-feu et solution politique à deux États membres. C'était lors d'un entretien entre le président français Emmanuel Macron et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas sur la situation dans la bande du Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenue aujourd'hui, mardi 15 avril 2025, la sixième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, M. Ali Hassan Bahdon. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 15 avril 2025, la sixième séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Première question, projet de loi portant ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République de Djibouti et la République française. Le nouveau traité de coopération en matière de défense entre la République de Djibouti et la République française, signé le 24 juillet 2024 entre le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, et son homologue, son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, remplace celui de 2011. Il s'inscrit dans un contexte régional où la République de Djibouti réaffirme sa position géostratégique, joue un rôle dans la coopération internationale et interétatique, notamment dans les domaines clés tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites et la lutte contre la piraterie maritime. Ce traité témoigne de la relation historique, stratégique et amicale entre les deux pays. Il est le fruit des négociations entamées depuis 2021 et intensifiées en 2023 avec de nombreuses rencontres bilatérales à tous les niveaux, y compris des échanges directs entre les deux chefs d'État. Ce traité est conclu pour une durée de 20 ans, 2025-2045. Il prévoit notamment la rétrocession de 40% de l'îlot du Héron d'ici 2026 et une revalorisation de la compensation financière versée annuellement par la partie française. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Deuxième question, projet de loi portant Startup Act Djibouti. Le projet de loi portant création d'un cadre favorable au développement des startups, communément désigné sous l'appellation Startup Act, vise à instaurer un environnement législatif et réglementaire propice à l'émergence et à la croissance des jeunes entreprises innovantes en République de Djibouti. Ce texte s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement visant à promouvoir l'innovation, à stimuler l'entrepreneuriat et à accélérer la transformation numérique de l'économie nationale. Il ambitionne de doter le pays d'un dispositif juridique structuré qui favorise la création, le développement et la pérennisation des startups en leur offrant un ensemble de mesures incitatives, notamment fiscales, financières, administratives et techniques. Par ailleurs, ce projet de loi entend faciliter l'accès des entrepreneurs aux opportunités de financement, aux marchés publics et privés, ainsi qu'aux infrastructures et ressources nécessaires à leur développement. Il s'agit également de renforcer la compétitivité des entreprises nationales à travers l'innovation et faire de l'entrepreneuriat un levier majeur de croissance inclusive et durable. L'adoption de ce texte marquera une étape importante dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l'économie numérique en faisant de l'innovation un pilier central du développement économique et social en République de Djibouti. Ministère de la Santé. Troisième question, projet d'arrêté portant agrément pour l'exploitation des centres de dialyse néphrocentres par la Fondation SOG. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'accorder un agrément à la Fondation Saad Omer Guelleh pour l'exploitation des centres
de dialyse dénommé Nefrocentre et d'en préciser les conditions et modalités de fonctionnement conformément aux exigences réglementaires en matière de santé publique. Ces centres auront pour mission essentielle d'assurer la prise en charge médicale des patients atteints d'insuffisance rénale chronique, une pathologie en nette progression au sein de la population djiboutienne. Ils contribuent de manière significative à améliorer l'accès aux soins spécialisés, en particulier dans les régions de l'intérieur où l'offre de services de néphrologie demeure limitée. Ce projet d'arrêté répond ainsi à un besoin urgent de renforcement du dispositif national de prise en charge des IRC en offrant des prestations de qualité encadrées par des standards sanitaires conformes aux normes nationales et internationales en vigueur. L'agrément sollicité permettra à la Fondation SOG de mettre en œuvre cette initiative à haute valeur sociale et sanitaire en partenariat avec les autorités compétentes dans une perspective de complémentarité avec les structures publiques existantes. Ministère du Commerce et du Tourisme. Quatrième projet de texte. Projet d'arrêté portant adoption de normes du Codex Alimentarius en normes nationales. Le présent projet d'arrêté a pour objet l'adoption officielle d'un ensemble de normes issues du Codex Alimentarius en tant que normes nationales applicables sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti. Le Codex Alimentarius constitue un ensemble de normes reconnues mondialement pour assurer la sécurité et la qualité des produits alimentaires. Cette initiative vise à combler l'absence de référentiels nationaux harmonisés en matière de sécurité alimentaire, tout en assurant l'alignement de notre réglementation avec les standards internationaux. À cet effet, il est proposé d'adopter 71 normes du Codex Alimentarius, sélectionnées sur la base de 2 critères principaux, à savoir les besoins spécifiques du pays, notamment le produit le plus consommé localement et les denrées alimentaires de première nécessité, ainsi que le niveau de risque associé à ces produits en termes de sécurité sanitaire et de santé publique. Ces normes couvrent différents aspects de la production, de la transformation, de l'étiquetage et de la sécurité des produits alimentaires. Elles serviront de cadre de référence pour les producteurs, les transformateurs, les importateurs et les distributeurs alimentaires en République de Djibouti. L'adoption de ces 71 normes du Codex Alimentarius en matière nationale vise plusieurs objectifs, notamment à garantir la sécurité alimentaire des aliments, à renforcer la compétitivité des entreprises djiboutiennes, à améliorer les mécanismes de contrôle et à protéger le consommateur. Par ailleurs, ces normes feront l'objet de révisions périodiques, et ce, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des pratiques internationales. Le Conseil s'est ensuite penché sur d'autres questions à l'ordre du jour et écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement, M. Ali Hassan Bahdoun. Cinquième question. Projet d'arrêté portant à création du comité technique de normalisation du secteur agroalimentaire. Pris en application de l'arrêté 2024-139 fixant les modalités de création et de fonctionnement du comité technique de normalisation, le présent projet d'arrêté a pour objet la création du comité technique de normalisation dédié au secteur agroalimentaire, conformément aux orientations stratégiques nationales en matière de normalisation. Ce comité est chargé de l'élaboration du projet de programme annuel de normalisation et ou d'homologation des normes dans le domaine agroalimentaire. À titre indicatif, il identifie les besoins prioritaires en normes, propose les référentiels adaptés aux spécificités nationales et veille à leur harmonisation avec les normes régionales et internationales en vigueur. Il assure également la révision et la mise à jour régulière des normes en tenant compte des évolutions scientifiques, technologiques et réglementaires. Le comité est composé de 16 membres qui représentent les principaux acteurs du secteur, à savoir les départements ministériels concernés, santé, commerce, agriculture et environnement notamment, les organisations professionnelles opérant dans l'agroalimentaire, ainsi que les représentants des associations de consommateurs. La mise en place de ce comité constitue une étape nécessaire pour renforcer la gouvernance du système national de normalisation,
pour garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires et pour favoriser l'intégration régionale et internationale des produits djiboutiens au niveau international. Ministère du Budget. 6e question, projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Nagad au profit de la clinique Emran ORL SARL. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit de la clinique Emran ORL SARL d'une parcelle de terrain située dans le lotissement de Nagad et d'une superficie de 4603 mètres carrés. Cette parcelle de terrain est destinée à accueillir la construction de cliniques spécialisées médico-chirurgicales ORL et d'un centre d'implant Kochler Communication. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a présenté une communication relative à la conjoncture économique au 4e trimestre de l'année 2024. L'activité économique nationale a poursuivi en 2024 sa reprise. Le secteur portuaire a maintenu une dynamique soutenue avec une progression de 19,5%, principalement portée par les opérations de transport de mont. Le secteur tertiaire a également connu des performances positives, notamment dans le domaine des télécommunications et du tourisme. Le secteur secondaire, quant à lui, a affiché une hausse de 10,5% de la consommation d'électricité, traduisant une reprise de l'activité industrielle, malgré une baisse de 11% des ventes de ciment. Sur le front des prix, l'inflation est demeurée maîtrisée avec une légère déflation observée en décembre, soit 0,6%. S'agissant des finances publiques, le service de la dette extérieure directe s'est élevé à 8,14 milliards de francs, avec un allègement partiel de la dette bilatérale chinoise. Le crédit intérieur a enregistré une progression de 20,5% en fin décembre 2024, tandis que la masse salariale a connu une augmentation de 3,4%. Le compte courant de la balance des paiements est resté excédentaire, bien que son solde ait été réduit à 9,65 milliards en fin 2024. Le ministre a également présenté une communication sur le portefeuille actif des financements extérieurs pour l'année 2025. Ce portefeuille témoigne d'une mobilisation significative de ressources extérieures, en particulier au profit des établissements publics à caractère commercial qui concentrent près de 40% de ces financements. Il illustre également une diversification croissante des ressources et des sources de financement avec la participation soutenue de partenaires bilatéraux et multilatéraux. L'appui de ces partenaires se concentre de plus en plus sur des projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans le secteur de l'énergie, du climat, de la santé et de l'éducation. Cette orientation stratégique traduit non seulement la confiance des bailleurs de fonds dans les institutions nationales, mais également une volonté commune de soutenir le développement inclusif, résilient et durable de la République de Djibouti. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait une communication sur le projet en cours, et notamment sur l'état d'avancement des projets de modernisation des archives de l'administration. Elle a rappelé que les archives sont bien plus que des documents anciens. Elles sont la mémoire officielle de notre État, la trace juridique de notre nation et de notre action publique, et un pilier de la transparence, de la responsabilité et de la continuité administrative. Elle a souligné également que face aux multiples défis liés à la conservation, à la sécurisation et à la valorisation de notre patrimoine archivistique, il nous faut plus subir mais réagir. Elle a indiqué que notre réaction passe par un vaste plan d'urgence nationale sur les archives djiboutiennes. Ce plan vise à établir un diagnostic clair de l'état actuel des archives de nos institutions, à épurer le passif documentaire afin de prévenir les pertes irréversibles des documents administratifs historiques, à mémoriser les documents à valeur probante pour en garantir la sécurité et l'accessibilité, à renforcer la capacité humaine et matérielle de nos services d'archives et surtout à institutionnaliser une culture d'archives moderne et qui soit conforme aux meilleures pratiques. Il s'agit, dans une logique de gouvernance durable, en lien direct avec notre ambition de renforcer l'état de droit, d'améliorer la qualité du service public et surtout de préserver notre mémoire collective pour les générations futures. Enfin, elle indique que
que face à cela, il est impératif que chaque ministère, chaque institution s'engage résolument dans la mise en œuvre de ce plan. L'appropriation par ces acteurs, l'allocation de ressources, la nomination de références archivistiques et le suivi rigoureux des actions seront des grands succès. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait également, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait également une communication sur le préparatif de la 3e édition du Salon du Livre de Djibouti qui se tiendra du 21 au 24 avril 2025. Le ministre du Budget a fait un rapport concernant sa participation aux réunions annuelles du Fonds monétaire arabe et des institutions financières arabes qui s'est tenue le 10 avril 2025 au Koweït. Le ministre de la Santé a fait un compte-rendu sur la participation au sommet mondial sur le handicap qui s'est tenu du 2 au 3 avril à Berlin, en Allemagne. Le ministre a été accompagné par le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahmoud. Cet événement, placé sous le thème Rien sans nous, a été co-organisé par la République fédérale d'Allemagne et par le Royaume hachémite de la Jordanie, en partenariat avec l'Alliance internationale du handicap. Le sommet s'est conclu par l'adoption de la déclaration d'Amman-Berlin appelant les États, entre autres, à renforcer les cadres juridiques nationaux, à garantir une participation active des personnes handicapées dans l'élaboration des politiques, à améliorer la collecte des données fiables sur le handicap et à financer durablement l'insertion et l'action d'inclusion. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a fait un compte-rendu sur sa participation au programme ministériel et au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2025, GSM 2025, qui s'est tenu à Barcelone du 3 au 6 mars 2025, Barcelone en Espagne. Le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un compte-rendu sur sa participation à la 57e session de la Commission économique pour l'Afrique et la conférence des ministres africains du commerce qui s'est tenue du 16 au 18 mars 2025 à Addis Abeba. Il a également fait un rapport sur sa participation au 2e sommet ministériel de l'ONU Tourisme pour l'Afrique et les Amériques qui s'est tenu du 8 au 10 avril 2025 à Livingstone en Zambie. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait également un compte-rendu sur sa participation au Festival culturel et artistique de l'Afrique de l'Est à Addis Abeba qui s'est tenu du 20 au 23 mars 2025. Je vous remercie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 6e séance du Conseil des ministres avec le compte rendu du porte-parole du gouvernement, garde des Sceaux, M. Ali Hassan Bahton. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques secondes. Et voilà qu'il nous ramène de parler de ces premiers éléments du bataillon Hill 10 qui ont foulé le sol djiboutien accueilli en héros à l'aéroport international de Djibouti. Les détails avec Fadous Hussein. Une journée marquante pour les forces armées djiboutiennes tandis que le bataillon Hilwalal 10 effectue son grand retour. Le bataillon Hilwalal 12 prend à son tour le relais, prêt à relever les défis de la région de Beledweyne. Hier, lundi 14 avril 2025, les premiers éléments du bataillon du Hill 10 ont foulé le sol djiboutien, accueillis en héros à l'aéroport international de Djibouti. À leur descente d'avion, ils ont été chaleureusement accueillis par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi qu'une forte délégation militaire. L'émotion était palpable, les autorités ont salué l'engagement, le professionnalisme, les sacrifices consentis par ces soldats qui, pendant 2 années entières, ont contribué activement à la stabilisation de la Somalie et à la paix régionale.
Eh bien, la procédure administrative et médicale s'en est suivie à leur arrivée. Conformément aux procédures établies, les militaires du bataillon Hill 10 ont été orientés dès leur arrivée vers des ateliers de réintégration. Sur le plan administratif, des équipes spécialisées ont pris en charge les formalités nécessaires, une mise à jour des dossiers, la gestion des autorisations et traitements logistiques afin de leur assurer un retour serein à la vie courante. Parallèlement, une évaluation médicale complète a été menée. Chaque soldat a bénéficié d'un suivi personnalisé assurant un état de santé optimal. Après cette mission en Somalie, les services médicaux militaires ont déployé les moyens nécessaires pour répondre donc aux éventuels besoins spécifiques. Eh bien, alors que les bataillons Hill 10 qui ont achevé leur engagement en Somalie, un nouveau chapitre s'ouvre pour les forces armées djiboutiennes avec le départ cette fois-ci du bataillon Hill Walal 12 vers le théâtre d'opération de Jalalarsi. Bataillon fort de plusieurs centaines d'hommes, des femmes aguerries est désormais placé sous le commandement du lieutenant-colonel Ali El-Mibouh. Avant leur déploiement, les éléments du bataillon Hill 12 ont suivi un entraînement intensif de 5 mois au centre d'entraînement de Ali Ounay. Le stage rigoureux a permis de renforcer leurs compétences tactiques, leur aptitude à opérer en terrain hostile, ainsi que leur préparation psychologique à une mission de longue durée. Le déploiement de Hill 12 intervient dans un contexte où la stabilité de la région demeure fragile et d'où la relève des forces est cruciale pour maintenir la pression contre les groupes armés des terroristes Al-Shabaab. Les soldats auront pour objectif principal d'assurer la sécurité dans leur zone de responsabilité, de soutenir les forces de sécurité somaliennes et de contribuer à la reconstruction des institutions locales. Les militaires du bataillon Hill 12 resteront déployés pour une durée de 24 mois au cours desquels ils seront appelés à faire preuve d'endurance, de discipline et de solidarité. Leurs actions s'inscriront dans la continuité des efforts déployés par les forces armées djiboutiennes en faveur de la paix, de la stabilité dans ce pays frère et ami qui est la Somalie. Un engagement salué par la communauté internationale et les partenaires régionaux. Peu après, sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu à adresser un message fort aux soldats du Hill 12 avant leur embarquement. C'est avec un honneur et une émotion que je me tiens devant vous, a-t-il indiqué au hangar de l'armée de l'air pour saluer votre engagement, votre courage et votre sens du devoir. Vous êtes le 12e bataillon djiboutien à être déployé en Somalie, a martelé le SEMGA, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Ce 12e bataillon djiboutien déployé en Somalie, un pays frère que nous soutenons depuis de longues années, dans les moments les plus critiques de son histoire. Nous avons été là hier et nous continuerons, a-t-il indiqué, d'être là demain, tant que notre aide sera nécessaire à sa stabilité. Le bataillon Hill 12 que vous formez aujourd'hui est attendu. Il doit être le plus solide, le plus discipliné, le plus exemplaire. Vous portez vos épaules l'honneur de l'armée djiboutienne, mais aussi celui de notre nation. Vous partez pour Jalalarsi, un terrain exigeant où votre présence fera toute la différence.
Que Dieu élève la Somalie et lui permette de reprendre son chemin de développement, qu'il vous accorde également la fierté, la force et le courage afin que vous accomplissiez cette mission avec loyauté et abnégation. Fin de citation. لكن شرف سهوية رجل سهوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La capitale djiboutienne a été donc le théâtre du lancement officiel hier de la conférence internationale de changement climatique, un événement d'une portée régionale réunissant des experts mais aussi des décideurs et représentants institutionnels au cours des grands enjeux climatiques actuels. Cette cérémonie d'ouverture a été suivie d'un panel inaugural exclusivement féminin. Nous reviendrons sur cette information, mais avant cela, le CDC d'Arhiba qui se dote des nouvelles infrastructures sportives et lance un programme d'insertion pour les jeunes. Dans l'après-midi d'hier, le centre de développement communautaire d'Arhiba a accueilli une cérémonie riche en couleurs marquée avec l'inauguration officielle d'une plateforme sportive ainsi que le lancement d'une formation de permis de conduire destinée à 30 jeunes de la cité de Arhiba. Placée sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoubi, cette cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, des députés, la maire adjointe, Madame Fatouma Mohamed Kamil et plusieurs autres personnalités des actions qui s'inscrivent pleinement dans la politique du ministère de la Jeunesse et de la Culture et qui visent donc à offrir aux jeunes des espaces de détente modernes, d'épanouissement et de loisirs tout en soutenant leur insertion économique. Leur insertion sociale et économique. Le CDC, le Centre de développement d'Arhiba, avec ses nouvelles infrastructures et initiatives, confirme sa vocation d'espace de développement, de formation et de mobilisation de services au service des jeunes. Lors d'une intervention faite à l'occasion de l'ouverture de cette plateforme sportive, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoubi, a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé par la population de ce quartier d'Arhiba. C'est un plaisir et un honneur de venir ici régulièrement et vraiment très satisfaite qu'enfin nous avons pu venir à bout de toutes les doléances des jeunes du quartier très populaire de la commune de Boulaous, donc Arhiba. Vous savez que nous avons 3 objectifs pour les jeunes, l'insertion sociale, l'insertion économique et l'insertion culturelle. Et souvent, c'est vrai, il faut vraiment qu'on redouble d'efforts pour satisfaire le 3. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le CDC, les centres de développement communautaire d'Arhiba, de la commune de Boulaous, est le mieux équipé. Vous avez un espace, vous avez été intelligent d'avoir plus un espace ouvert et peu construit, je vous assure. Parce que ça, c'est un espace qui va être très utile pour l'ensemble des activités et pour l'ensemble des activités grand public. Et vous pouvez accueillir ici de milliers de personnes en termes d'animation culturelle, mais aussi un espace très confortable pour vos activités sportives. On a beaucoup été aidés par les honorables parlementaires qui ont essayé aussi de faire en sorte que vos doléances puissent être satisfaites très rapidement. Et je vous assure, c'est une fierté qu'on puisse arriver à être à votre service et à vous donner un service de qualité, parce que les instructions du président sont claires. Il faut vraiment être aux côtés des jeunes, les accompagner et faire tout notre possible pour pouvoir les accompagner dans leur épanouissement, dans leur insertion sociale, dans leur insertion culturelle et même dans l'insertion économique.
C'est pour ça qu'on vous fait bénéficier. Vous êtes le premier CDC de la capitale de Djibouti à bénéficier du programme permis de conduire. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que la jeunesse reste dynamique, créatif, et que le doyen et les plus grands, nous restions à vos côtés pour vous accompagner, pour vous appuyer. La délégation conduite par le président du Sénat de Somalie, M. Abdi Hashi Abdillahi, s'est rendue à Arta, ville hautement symbolique pour l'histoire récente de la Somalie, accompagnée de Mme Safia Elmi, présidente par intérim de l'Assemblée nationale, et l'ensemble des membres du bureau et les membres du groupe d'amitié Djibouti-Somalie. À leur arrivée, les officiels ont été accueillis par les autorités locales, notamment le préfet de la région, M. Hassan Dabali, le président du conseil régional, El Mebouh Goudadé. Les parlementaires de la région d'Arta étaient également présents. Un musée qui retrace l'histoire, les moments clés du processus de réconciliation de la Somalie qui s'est tenu à Arta sous l'égide du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. L'histoire de la solidarité djibouto-somalienne sera donc officiellement inaugurée par le président de la République à l'occasion du 25e anniversaire de la conférence d'Arta qui s'est tenue en l'an 2000 dans cette ville d'Arta. La présidente par intérim de l'Assemblée nationale de Djibouti, Mme Safia Elmi, a tenu à souligner la portée historique et fraternelle de cette visite à Arta. Elle a salué le courage du peuple somalien, sa résilience face aux épreuves et son engagement constant en faveur de la reconstruction de la paix. Safia Elmi Djibril, présidente par intérim de l'Assemblée nationale, a également mis en exergue le rôle visionnaire du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh dans l'engagement personnel en faveur de la réconciliation de la Somalie qui a permis d'écrire une histoire à Arta. C'était dans les années 2000, l'une des pages les plus décisives de l'histoire contemporaine de la Somalie. Et pour sa part, le président du Sénat de la République fédérale de la Somalie, M. Abdi Hashi Abdillahi, a exprimé toute sa reconnaissance à l'égard du peuple djiboutien pour son soutien constant, fidèle et fraternel tout au long des épreuves que la Somalie a traversées. Il a souligné que la mémoire d'Arta est restée profondément ancrée dans la conscience nationale somalienne comme le point de départ d'un retour progressif à l'unité et à la souveraineté de son pays. Il a tenu également à remercier le chef de l'État qui a été le chef d'orchestre de l'organisation de cette conférence de réconciliation somalienne à Arta qui s'est tenue dans les années 2000, notamment en l'an 2000. Le centre de formation des enseignants Omar Guelleh Ahmed a organisé une conférence de la littérature djiboutienne d'expression française. Fardous Hussein nous en dit plus. Le CFEN Omar Guelleh Ahmed a organisé une conférence sur la littérature djiboutienne d'expression française animée par les docteurs Mohamed Ahmed Issa et Dr Isman Omar Hussein. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la semaine de la lecture visant à promouvoir les auteurs locaux, à stimuler les échanges littéraires. Parmi les participants figuraient des élèves professeurs, des enseignants, ainsi que des personnalités comme le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, le directeur de l'IFD, qui ont salué cette contribution à la francophonie en Afrique de l'Est. Les échanges ont été marqués par des témoignages
inspirants, notamment celui du docteur Mohamed Ahmed Issa, dont la vocation d'écrivain est née d'une remarque encourageante d'un professeur. Idriss Elmi Youssouf, quant à lui, a insisté sur l'importance de la lecture avec sa formule « lire, lire, lire et écrire ». En conclusion, les intervenants, tous anciens enseignants, ont rappelé aux futurs professeurs le rôle crucial dans l'éveil des passions littéraires chez leurs élèves. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'en tant qu'élève littéraire à l'école d'excellence, rencontrer des écrivains de notre pays qui n'est pas vraiment connu dans notre monde et qui ont écrit des œuvres impressionnantes, c'est vraiment tout pour moi, c'est un honneur. Je tiens à remercier chaleureusement les intervenants lors de cette conférence qui a été riche et inspirante. Ce fut un véritable voyage au cœur de la littérature djiboutienne. Les interventions m'ont permis de découvrir des œuvres qui donnent à penser et ce qui est pour moi, à mon sens, l'un des plus beaux rôles de la littérature. Merci encore au CFN pour ce beau moment de partage. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mayoub, s'est exprimé en ces termes. Parce que la littérature djiboutienne fait partie aussi de notre patrimoine et c'est toujours avec fierté et un immense plaisir que nous participons à ce type d'activité. Et vraiment, je voudrais féliciter tous les auteurs djiboutiens qui se sont lancés dans cette initiative et qui permettent de donner à nos jeunes des références et des repères. Et je voudrais ici qu'on applaudisse surtout le Dr Idriss, un doyen parmi les écrivains et qui est aussi une référence pour nous. Et je voudrais vraiment le remercier pour sa présence, peut-être qu'il va modérer aussi cet atelier. Mais honnêtement, Dr Ismail et Dr Aboita, je vous remercie d'avoir initié cette première conférence et je voudrais surtout remercier Madame la directrice générale du centre, faire de ce centre-là un temple des échanges, des connaissances et des partages. Et c'est ça le rôle du centre de formation, c'est pouvoir développer la réflexion, les échanges, mais aussi pouvoir créer ou en tout cas émuler des vocations. Nous allons beaucoup apprendre, mais aussi nous allons avoir beaucoup d'idées pour que notre système se développe. Et pour cela, un grand merci. Je vous emmène à Dikil où le centre médico-hospitalier de la ville de l'Unité a procédé hier matin au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination de lutte contre la poliomyélite, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus du ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires internationaux afin d'éradiquer cette maladie invalidante. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du préfet adjoint Idriss Hussein Abbas, le président du conseil régional de Dikil, Mad Hussein Ahmad, et le médecin-chef de la région sanitaire du Dikil, Dr Jama' Moussa, et de nombreux professionnels du santé. L'objectif de ce lancement officiel de la vaccination contre cette maladie qui est la poliomyélite est d'interrompre sa transmission de la poliomyélite et de protéger tous les enfants contre cette maladie invalidante. Du territoire, nous sommes à Dikil avec les autorités locales, les préfets et les présidents du conseil régional. Comme ça a été dit, on va commencer aujourd'hui la campagne de la vaccination contre la polio. Comme vous savez, la polio est une maladie incurable, d'où en fait on doit les prévenir. C'est une maladie handicapante et les populations concernées, ce seront les enfants moins de 5 ans. Comme en fait ça a été annoncé par le ministre de la Santé sur les chaînes nationales, on appelle tous les parents des Dikil et des sous-localités d'accueillir les équipes de vaccination et de les vacciner leurs enfants. Parce qu'en fait, c'est pour sauver nos enfants contre la poliomyélite. Nous restons toujours au sud du pays, cette fois-ci à Alissabié, où la ville a organisé une journée dédiée à la vulgarisation de la stratégie nationale du football féminin. Un événement qui s'est déroulé en présence des autorités régionales, notamment le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, le président du conseil régional, Charmark Hassan Al-Alil, et la préfète adjointe, Mme Saïda Wabri Assoui, ainsi que par le président de la Ligue régionale d'Alissabié, Jibril Omar Houch. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique de genre menée par le gouvernement djiboutien et qui vise à promouvoir l'égalité entre les sexes dans tous les domaines, y compris dans les domaines sportifs. Au cours de cette journée, les participants ont pu découvrir les principaux axes et objectifs de cette stratégie nationale du football féminin, parmi lesquels
La diffusion à grande échelle de cette stratégie nationale, l'augmentation de la participation féminine à tous les niveaux du foot, le développement des compétitions féminines spécifiques et adaptées et la mise en lumière des figures féminines inspirantes, le renforcement des partenariats institutionnels en faveur d'un développement inclusif et durable du football féminin. En nouvelle du monde cette fois, avec la libération des otages et un cessez-le-feu qui est la solution politique des deux États au menu d'un entretien entre le président français Emmanuel Macron et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Explication. Gaza, les deux dirigeants ont salué dans la perspective de la conférence prévue en juin et coprésidée par la France et l'Arabie saoudite. Le président français Emmanuel Macron et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont abordé la libération des otages, le retour à un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza au cours d'un entretien intervenu hier. Dans une publication sur les réseaux, Macron assure que la France est pleinement mobilisée pour obtenir la libération des otages, le retour d'un cessez-le-feu et un accès immédiat à l'aide humanitaire. Il est essentiel de bâtir un cadre pour le jour d'après, désarmer le Hamas, définir une gouvernance crédible et réformer l'autorité palestinienne, a-t-il poursuivi. Cet échange intervient alors qu'Emmanuel Macron a annoncé dans une interview diffusée sur France 5 qu'il envisageait de reconnaître l'État palestinien lors de la conférence qui se tiendra à New York en juin prochain. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.